Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette avant-dernière vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement parler de deux notions. On va parler de la fluctuation et de l'estimation, donc d'une probabilité à l'aide de la loi des grands nombres. Ok, donc on va parler de fluctuation et loi des grands nombres. Alors, première des choses, on va parler de la notion de fluctuation. Alors, comme je vous dis, d'abord, on va commencer par évoquer la notion de fluctuation. Quand vous allez effectuer, dans un premier temps, quand vous allez effectuer un certain nombre, un nombre incalculable d'expériences aléatoires, ok, voilà. Donc vous allez effectuer tout simplement une expérience aléatoire, vous allez la répéter plusieurs fois. Et donc, vous allez obtenir à chaque fois des résultats, ok, voilà. Et donc, tout simplement, l'ensemble des résultats obtenus, ça constitue l'échantillon de votre expérience, ok. Donc l'échantillon, c'est tout simplement l'ensemble des résultats obtenus lors de cette expérience, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, en fait, tout simplement le nombre de fois où vous faites tout simplement l'expérience aléatoire, on appelle ça la taille de l'échantillon, ok. Bravo. Donc on va noter ces deux choses-là. Voilà. Donc, par exemple, je vous donne un exemple à l'oral. Par exemple, vous lancez un dé, ok. Voilà, vous lancez un dé cubique, donc régulier, correct, hein, voilà, non truqué, numéroté de 1 à 6. Vous lancez un dé, donc 9 fois, ok. Bravo. Les différents résultats que vous allez obtenir, donc c'est les différents échantillons, ok, bravo. Donc, c'est les différents échantillons que vous allez obtenir. Et donc, tout simplement, le nombre de fois on a lancé le dé, en fait, donc 9 fois en l'occurrence, et le 9 là, ça concerne la taille de l'échantillon. Donc ici, ici on dit qu'on a fait une expérience aléatoire, ok, on a un échantillon de taille 9, ok, bravo, tout simplement. Alors, cette définition est nécessaire pour bien comprendre justement ce qu'on appelle maintenant la fluctuation d'échantillonnage, ok. Deux échantillons, a priori, obtenus par expérience, maintenant par expérience aléatoire ou bien simulée, donc de même taille, a priori ne sont pas identiques, ok, bravo. Et ce phénomène-là, c'est tout simplement ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. Voilà, donc ça, c'est la définition de tout simplement ce qu'on appelle la fluctuation d'échantillonnage. En gros, c'est le fait que deux échantillons, donc obtenus par expérience ou bien simulés, qui sont de même taille évidemment, ne sont pas tout à fait identiques, ok, au niveau donc des résultats que vous obtenez. Et ainsi, donc ce phénomène-là, c'est la fluctuation d'échantillonnage, ok. Par exemple, on va prendre encore un exemple oral, toujours avec le dé. Donc, on avait dit que quand on lançait 9 fois les dés, on allait obtenir donc tout simplement un certain nombre d'échantillons. Ok, bravo, on allait obtenir un échantillon de taille 9. Mais si on relance à nouveau notre dé 9 fois à la suite, vous doutez bien que l'échantillon qu'on obtient à nouveau va être différent de l'échantillon précédent. Ok, l'échantillon qu'on avait obtenu sur les 9 premiers lancés sera différent donc de l'échantillon qu'on obtiendra sur les 10 suivants. Ok, bravo. Alors, propriété extrêmement importante. Lorsque on va donc répéter une expérience aléatoire un certain nombre de fois, ok, un très grand nombre de fois, ok, donc pour un échantillon de taille n suffisamment grand, ok, voilà, et donc on va pouvoir associer à chaque événement, à un événement donc de cette expérience, une probabilité P. Et dans l'expérience, ok, voilà, on va observer une certaine fréquence f de cet événement, ok, voilà, enfin de cette issue, ok, voilà. Et justement, pour n suffisamment grand, donc ça peut être 1000, 10 000, etc., en tout cas un nombre grand, ok, voilà, la fréquence et la probabilité vont être proches. Ils vont être proches tels que, justement, il y aura un écart qui va se faire, qui sera plus ou moins proche, enfin qui sera égal ou inférieur à un nombre qui est tout simplement 1 divisé par racine de n. Alors 1, ok, 1 divisé par la racine carrée du nombre donc de fois qu'on répète l'expérience aléatoire, ok, en fait du nombre de la taille d'échantillon. Voilà, donc très longue propriété qui est mine de rien assez importante. Donc quand vous avez une expérience aléatoire, ok, voilà, ou bien un échantillon de taille n, on va donc tout simplement ici avoir, on va considérer donc la probabilité P d'une certaine issue ou bien d'un événement, et donc tout simplement une fréquence. Et donc quand on va réaliser l'échantillon, ok, ou enfin quand on va observer l'échantillon ou bien réaliser l'expérience aléatoire,
et ben on va tout simplement observer une fréquence f d'apparition donc de cette issue ou bien de la réalisation de cet événement. Et donc pour n, ok, pour tout simplement une taille d'échantillon suffisamment grande, P et F seront proches et donc l'écart entre ces deux éléments-là, P et F, sera tout simplement inférieur ou bien égal à 1 divisé par racine de n, avec n bien évidemment la taille de l'échantillon. Alors, donc ce sera égal ou bien inférieur à cette chose-là, à cet élément-là, 1 divisé par racine de n. Alors, prenons un exemple. Donc là, ici, on va considérer qu'on a tout simplement un dé à 6 faces, et donc on a tout simplement ici obtenu 159 fois le nombre 6, ok. Donc, a priori, la fréquence qu'on observerait, f, serait donc égale à la chose suivante, la fréquence d'apparition, ce serait égal donc à 159 divisé tout simplement par 1000. Et donc, voyez un petit peu ce que ça fait pour avoir une estimation. Et donc, quand on effectue le calcul, vous trouvez tout simplement f qui est égal, qui est égal parfaitement, d'ailleurs, c'est pas environ, à 0,159. Ok, bravo. Puisque là, vous mettez un 0,2, vous divisez par 1000. Alors, maintenant, ça c'est la fréquence d'apparition. La probabilité théorique d'obtenir un 6, nous, ça serait tout simplement un sixième, ok. Puisque là, on dit que le dé est équilibré, il est parfait, ok, voilà, il est parfaitement équilibré, il est bien cubique. Donc la probabilité théorique d'obtenir 6, ce serait un sixième, ok. Ça c'est la probabilité théorique, ok. Et un sixième, donc c'est environ 0,1666666 jusqu'à l'infini. Alors bon, maintenant on va calculer tout simplement l'écart entre P et F. Et donc pour calculer cet écart, pour déterminer cet écart, on va donc faire 1 divisé par racine de n, autrement dit 1 divisé par 1000, puisque 1000 c'est la taille de notre échantillon, c'est le nombre de fois qu'on a fait l'expérience en fait. Donc on fait 1 donc divisé par racine de 1000. Alors pareil, soit vous mettez 1 divisé par racine de 1000, ou soit vous mettez 1 divisé par 10 racine de 10, comme vous voulez, ok, bravo. Et donc là, quand vous effectuez votre calcul, vous obtenez comme écart environ, donc là il est très très petit, vous obtenez la chose suivante, donc 0, vous obtenez donc un écart assez petit que des 0,0, donc on va dire 32, ok, donc 0,032. Et donc là maintenant, pour voir si tout simplement, l'écart il est extrêmement grand entre ces deux éléments-là, et on va tout simplement calculer la différence en fait qu'on a entre ces deux éléments-là. Donc 1 sixième moins, donc on va dire 0,159, et voyons l'écart que ça fait. Donc là, on obtient un écart extrêmement petit, que des 0,00, donc là on avait mis 3 chiffres, donc 0,08. Ok, voilà, pour bien arrondir correctement. Donc 0,08 qui est bien évidemment inférieur donc à 1 divisé par racine de 1000. Ok, ce qui respecte bien ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. Donc ici que notre n est suffisamment grand et donc les deux probabilités, que la probabilité théorique est proche de la fréquence d'apparition. Ok, bravo. Donc ça c'est d'un point de vue algébrique, d'un point de vue calcul. Et ça va également engendrer une autre propriété, ok, que vous avez certainement vu en classe du 3e. Donc on appelle ça, donc en général, c'est la loi des grands nombres, ok, voilà. Souvent on appelle ça d'ailleurs loi des grands nombres à partir de la terminale, première terminale, surtout terminale d'ailleurs, parce que vous voyez ça d'un détail en terminale avec la loi binomiale. Et donc cette loi des grands nombres, elle vous dit quoi concrètement? Elle vous dit, donc là je vais la vulgariser, après on va la développer avec des termes plus mathématiques. Elle vous dit que quand vous répétez un nombre, donc quand vous répétez une expérience aléatoire un très grand nombre de fois, ok, voilà, et du coup la fréquence f d'observation qu'on observe va se rapprocher plus à plus donc de la probabilité p théorique qu'on devrait avoir, ok, voilà. Et ainsi donc du coup la probabilité, étant donné que ces deux éléments, étant donné donc que la fréquence d'apparition se rapproche de la probabilité théorique, si n est suffisamment grand, on peut proposer à partir de la fréquence d'apparition une estimation de la probabilité théorique. Ok, bravo. Donc là, avec des termes un peu plus mathématiques, ça donne que tout simplement, dans un premier temps, on fait la chose suivante. Ok, on va considérer, donc on considère un échantillon. Ok, bravo. Donc, comme je disais, on considère un échantillon de taille n, associé donc ici à une expérience aléatoire, dont tout simplement un des événements a pour probabilité p, et donc la fréquence observée dans cet échantillon est f. Pour
n grand, ok, voilà. Donc quand on dit n grand, en général, c'est au-delà de 1000, ok, 1000 simulations, voire plus. Et pour n grand, en fait, tout simplement, f et p sont proches, ok, voilà, comme on a vu tout à l'heure, ok, voilà. Ainsi, donc, comme f et p donc sont proches, et bah ainsi, donc, si on ne connaît pas la valeur de p, ok, si on ne connaît pas p, alors f on constitue donc une simulation, enfin on constitue une estimation, ok, voilà. Et encore une fois, une estimation parce que ce n'est, enfin ça peut ne pas vraiment bien se rapprocher de la probabilité, ok, ça peut être encore flou, il peut y avoir des fréquences extrêmes qui feront que ça descende un petit peu la probabilité théorique, ou qu'au contraire ça l'augmente, aussi bien comme une moyenne, hein, des valeurs extrêmes qui augmentent ou bien qui descendent la moyenne. Alors donc, en général, pour avoir une bonne estimation, on va tout simplement ici utiliser plusieurs échantillons, ok, plusieurs échantillons de même taille. Voilà, donc ça c'est la propriété. Donc ici, on dit que dans un premier temps, on considère donc un échantillon de taille n associé à une expérience aléatoire, ok, voilà. Et donc ici, on va noter P la probabilité d'un événement de cette expérience aléatoire et F la fréquence observée, ok, de cet événement durant l'expérience aléatoire, ou bien durant tout simplement durant qu'on aura observé l'échantillon, ok. Ainsi donc pour un réel n, donc qui est tout simplement la taille de l'échantillon suffisamment grand, et bien ce que là F et P seront suffisamment proches, tels que justement, au cas où si on ne connaît pas P, et dans ce cas-là, F puisse en constituer une estimation, ok, et en général, pour faire une bonne estimation, plus on aura tout simplement d'échantillons de même taille, et plus l'estimation sera bonne, ok, donc on va utiliser plusieurs échantillons comme ça de même taille afin d'effectuer notre estimation. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez voir le truc, c'est comme si, par exemple, on avait lancé un dé, ok, on l'a lancé 1000 fois, et on va prendre 10 échantillons comme ça, des dés qu'on aura lancé 1000 fois. Et ainsi, donc, on va les mettre ensemble, ok, on va regrouper les fréquences ensemble, et comme ça nous fera une estimation, grosso modo, de la fréquence, donc d'un chiffre parmi un autre, ok, du chiffre 2, du chiffre 3, du chiffre 4, etc., etc. Alors, du coup, je vous propose un exemple concret. Alors, je vous l'affiche juste ici. Donc, ici, on vous donne donc le pourcentage d'intention de vote pour une candidate ou non. Donc, selon 30 sondages, partant donc sur 1000 personnes. Réalisés donc le même jour. C'est-à-dire, donc ici, on a 30 échantillons de taille 1000. Ok, bravo. Donc, 30 échantillons, c'est-à-dire les 30 sondages de taille 1000 parce qu'il y a 1000 personnes. Ok, bravo. Associé à l'expérience aléatoire. Donc, il consiste tout simplement à tirer au sort une personne dans la population et savoir pour qui, si elle souhaite voter ou non pour la personne. Ok, bravo. Alors, du coup, on donne ici le graphique de la situation, ok, bravo, qui est affiché depuis quelques temps. Et donc, si on observe grosso modo ce graphique, donc il nous donne des intentions de vote ou pas pour une personne ou pas, on peut constater que au 13e vote, par exemple, là, donc au niveau du point orange, on constate que néanmoins, il y aurait, on pourrait estimer qu'il y a 60%, ok, de personnes qui veulent voter pour la candidate. Mais si on regarde par exemple au point vert, c'est plutôt 58%. Et après, plus on avance au niveau des sondages, et plus on voit que les points se rapprochent d'une certaine limite, là, disons fixée entre tout simplement 58 et 56%. Okay, donc grosso modo, ils se rapprochent de plus en plus de 57%. Si vous regardez les points, ils sont plus près de notre ligne bleue, ainsi donc de 57%. Et donc ainsi, on peut considérer, grosso modo, donc par estimation, que il y a 57% d'estimation, de personnes qui veulent voter, ok, qui ont l'intention de voter, ok, bravo. Et donc là, ainsi, 57%, ça reste une estimation, ok, c'est l'estimation du nombre de personnes, du pourcentage de personnes qui souhaitent voter pour la candidate, ok, bravo. Et là, encore une fois, ça a été fait sur un échantillon, donc sur 30 échantillons de taille 1000, ok, bravo. Si on aurait eu 31 échantillons, ça aurait pu changer, ok, bravo. Bon, voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et abonner à en mathématiques et en